le podcast de la CPTS Paris 8. Alors, je suis aujourd'hui avec l'association Avec nos proches. Bonjour à tous les deux. Donc, tout d'abord, Romain Gomet. Bonjour. Addictologue. Et Chloé Patrier, chargée de projet, en fait, pour l'association. Bonjour. Alors, on va parler d'addiction et il va y avoir 2 épisodes. Voici le premier. Et puis, on verra le deuxième qui sera plutôt des témoignages. Alors, dans le premier épisode, l'addiction, l'entourage des gens qui ont un problème d'addiction. Ça pose des milliers de problèmes, je suppose. Oui, alors de mon expérience, déjà être proche d'une personne malade, quelle que soit la pathologie, c'est source de souffrance et de nombreuses difficultés, et l'addiction n'échappe évidemment pas à la règle. Pour les proches, la charge émotionnelle, elle peut être très lourde. Ça mêle des inquiétudes qui vont être répétées face aux risques qui sont pris, de la colère, souvent, qui est liée à l'incompréhension, aux promesses non tenues, un sentiment d'impuissance face au déni, face aux rechutes, parfois aussi de la culpabilité. À cela s'ajoute le fait de devoir, des fois, s'adapter aux conséquences, notamment les conséquences sociales. Il va y avoir de l'isolement, des tensions familiales, parfois des difficultés professionnelles. Et avec le temps, pour les proches, cela peut entraîner de la lassitude, parfois même une forme de renoncement. Nous, ce qu'on observe, c'est que cette souffrance, elle est encore plus importante lorsque les proches, ils manquent d'informations sur l'addiction. Alors qu'à l'inverse, mieux comprendre permet souvent d'apaiser une partie de la détresse. C'est pour ça il me semble essentiel de commencer déjà par déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Tout d'abord, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les usages des substances addictives, elles sont très fréquentes. La majorité des adultes en France consomment de l'alcool, et il y a environ 15% qui ont au moins une ivresse par mois. La moitié des adultes a déjà expérimenté le cannabis, par exemple. 15% ont déjà essayé d'autres stupéfiants. Donc c'est quelque chose qui est fréquent. Alors ça, c'est les usages. Quant aux addictions, un tiers des Français déclarent souffrir d'une dépendance, selon un sondage qui a été mené par Addiction France en 2025. Et si on s'intéresse plus à l'entourage, 39% des Français déclarent avoir au moins un proche concerné. Donc non, les proches, vous n'êtes pas seuls. La deuxième idée reçue, c'est que non, les personnes dépendantes ne sont pas des personnes inconscientes ou indifférentes aux conséquences de leur consommation. Ça, le comprendre, je pense que ça peut permettre aussi d'avancer. Parce que qu'est-ce que la dépendance ? La dépendance, on peut la résumer à Si on la résumait, on pourrait dire que c'est une perte de liberté face à une substance ou un comportement addictif. Selon la classification internationale des maladies, ça se traduit concrètement par 6 critères. Un désir puissant de consommer, des difficultés à contrôler ses consommations, des signes de manque lorsqu'on diminue, lorsqu'on arrête, ce qui nous pousse à reconsommer finalement. Un besoin d'augmenter progressivement les doses pour ressentir les mêmes effets. Un désintérêt progressif pour toutes les autres sources de plaisir. Et surtout, la poursuite des consommations malgré les conséquences négatives. Donc continuer pour un addict, même quand on sait que cela fait du mal à soi, aux autres, ce n'est pas un choix déraisonnable, c'est un symptôme. Donc avoir cette idée-là, je pense que ça change beaucoup de choses. La dépendance, c'est pas un manque de motivation, et c'est encore moins un vice, contrairement à ce que l'on entend trop souvent. C'est une relation complexe entre une substance ou un comportement et un individu dans un environnement particulier. Il y a un addictologue célèbre qui était le Dr. Liebenstein qui a décrit l'addiction à travers un modèle biopsychosocial. Donc 3 dimensions. Déjà la dimension biologique, neurobiologique en l'occurrence, avec une dysrégulation du système de la récompense, du stress et de la prise de décision. Ensuite, une dimension psychologique. Certaines consommations servent à apaiser des souffrances, compenser des difficultés, par exemple à gérer les émotions. Et enfin, une dimension sociale. L'environnement, les événements de vie ou encore certains contextes professionnels peuvent favoriser l'entrée dans l'addiction. Au final, même si on ne peut pas la mettre en évidence, comme pour d'autres pathologies, sur un bilan sanguin ou une IRM, il s'agit d'une maladie comme les autres, et elle doit être considérée comme telle. Les difficultés à s'en sortir, elles ne sont pas une preuve de désamour envers les proches. Les personnes dépendantes, elles ont besoin du soutien, elles ont besoin de compréhension, de bienveillance, au même titre que tout autre patient. Peut-être même davantage, en fait, que dans d'autres maladies.
Parce que les traitements que nous, on peut proposer, ils sont pas suffisamment efficaces, ce ne sont souvent que des béquilles. Finalement, l'acteur principal du soin, c'est le patient lui-même. Et vous, du coup, en tant que proche, vous avez un rôle important. Alors, il est important, mais il ne faut pas pour autant se mettre une pression trop importante. Il ne faut pas se culpabiliser. Vous n'êtes pas responsable de ce trouble qui est complexe, qui est plurifactoriel. De la même manière, votre devoir n'est pas de sauver l'autre à vous tout seul. Sinon, vous allez vous confronter à votre impuissance. Être assuré de votre soutien, de votre disponibilité, c'est déjà un atout immense pour quelqu'un qui a un problème d'addiction. Autre idée reçue, non, les personnes dépendantes ne sont pas des menteurs ou des égoïstes qui seraient insensibles à la souffrance de leurs proches. Minimiser les consommations ou leurs conséquences, c'est fréquent. Et cela, ça correspond à une forme de déni pour se protéger de la stigmatisation, notamment la stigmatisation sociétale, qu'on peut retrouver dans les addictions. Après le déni vient souvent une phase dite d'ambivalence, où les conséquences s'opposent aux bénéfices et à la difficulté de changer. Déni et ambivalence, c'est des étapes normales au cours du processus de changement qui prend souvent du temps. Vouloir aller trop vite, contraindre quelqu'un à changer, ça peut produire l'effet inverse. Ça peut entraîner des résistances. Il est souvent plus utile de respecter le rythme de la personne. Pour lui, mais aussi pour vous, car vous risquez de vous épuiser en vain. Peut-être que l'image la plus juste, c'est celle d'un marathon et non d'un sprint. Je terminerai en vous parlant des rechutes. Elles sont difficiles à vivre pour la personne comme pour les proches, mais non, elles ne sont pas forcément synonymes d'échec. L'addiction, c'est une maladie chronique. Comme dans d'autres maladies chroniques, les rechutes peuvent faire partie du parcours. Le chemin vers le rétablissement, il est rarement linéaire. Chaque rechute peut être une occasion de mieux comprendre ce qui fragilise et de s'y ajuster. L'important, c'est de garder l'espoir, même quand le chemin est tortueux. Reconnaître les progrès, même les plus petits, les valoriser, c'est renforcer le changement. Et ça, c'est quelque chose qui est important à apporter quand on est le proche de quelqu'un qui a une addiction. Enfin, si je devais vous laisser avec une idée essentielle, ce serait celle-ci. Vous pouvez être un soutien précieux, mais sans vous oublier vous-même. Parce que quelqu'un qui va mal, il ne peut pas être aidant. Et je voudrais terminer avec cette phrase de Sénèque. La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Très intéressant, merci beaucoup. En fait, on se rend compte que l'addiction, c'est quand même une maladie fréquente, souvent pas pris en charge ou avec beaucoup de retard, et que ça demande une part par rapport à l'entourage déjà, et il y a une part par rapport à la personne elle-même, qu'elle accepte de penser qu'elle est malade pour commencer à pouvoir se soigner déjà, qu'elle soit pas complètement dans le déni. Parce que vous avez dit, je fuis, donc je dis, par exemple, je ne bois plus à tout le monde, je ne bois pas quand je vais avec les copains, et puis la nuit, je me relève pour boire. Voilà. Et donc, se mentir à soi-même, finalement. Très intéressant. Alors, l'association avec nos proches, maintenant, notamment dans les addictions, vous avez quoi comme projet, Chloé? Alors, l'association avec nos proches, tout d'abord, elle accompagne les aidants au sens large, donc tous les aidants. C'est une association nationale et généraliste. Et depuis peu, on travaille aussi sur le sujet des addictions, puisque c'est remonté du terrain, finalement, dans les aidants qu'on écoute. Parfois, il y a des aidants qui nous appellent par rapport à leurs proches qui est concerné par une addiction. Et on a commencé à s'intéresser un peu plus précisément à ce projet, puisqu'on part du principe chez Avec nos proches que toute personne qui accompagne un proche fragilisé par le handicap, la maladie ou l'âge est un aidant. Donc, l'addiction étant une maladie, on s'est aussi dit, voilà, en fait, les aidants de proches qui ont une addiction sont aussi des aidants, c'est pas uniquement un entourage. Et en même temps, en creusant un petit peu le sujet, en s'entourant de différents experts, comme on a pu entendre aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs tous les experts membres du COPIL, puisque ça vient très bien compléter l'expertise d'Avec nos proches. En s'intéressant un petit peu au sujet de l'addiction, on s'est rendu compte qu'il y a des nuances, que oui, l'entourage peut aussi être aidant, mais qu'il y a quand même des nuances assez importantes qu'on a envie de prendre en compte dans l'écoute qu'on apporte chez Avec nos proches. Et notamment, parmi ces nuances, il y a le fait que parfois l'entourage peut considérer que l'addiction est une maladie, certes, mais qu'il peut y avoir une forme de choix. En tout cas, ça peut être une idée reçue qu'il y a, comme disait Romain, qui
qui n'est pas la vérité, puisqu'il s'agit d'une maladie avec un mécanisme complexe, mais il peut y avoir cette notion-là. Donc pour l'entourage, ça peut générer d'autres sentiments. Et puis l'entourage d'un proche concerné par une addiction, il peut à la fois se positionner comme simplement entourage, c'est-à-dire ne pas prendre part dans l'accompagnement du proche, alors que ça peut être quelque chose de déterminant pour son proche. Il peut se positionner comme victime également. En tout cas, en s'intéressant à ce sujet-là, on s'est rendu compte que certains proches n'avaient pas forcément envie d'être appelés aidants, mais plutôt victimes. C'est le cas notamment pour les enfants de parents qui sont concernés par l'alcool, entre autres. Il pourrait y avoir d'autres exemples, mais entre autres. Et parfois, l'entourage peut se positionner vraiment comme aidant et être proactif dans l'accompagnement de son proche, mais c'est souvent le résultat d'un cheminement et d'une communication, d'une collaboration entre l'aidant et l'aidé. Donc, en résumé, je dirais que un proche se positionne comme aidant quand il fait le choix d'agir au-delà de uniquement subir. Après, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. On en a complètement conscience. Et une autre subtilité qui est intéressante pour nous aussi à prendre en compte, c'est que dans le cas de l'addiction, l'aidant, il peut aussi être dans une posture difficile en termes de projection, puisque c'est pas forcément qu'est-ce que le lendemain va lui réserver. Alors, je dis pas que dans les autres pathologies, on le sait, mais je pense que dans l'addiction, il y a encore plus peut-être ce questionnement, que ça soit pendant l'addiction ou lors de sevrage ou les rechutes. Il y a toujours cette instabilité, je pense, qui reste parfois très longtemps, même une fois que le proche est guéri. Donc, c'est encore une particularité. Donc, avec nos proches, on fait le choix de se former nous-mêmes, déjà en interne, de former nos bénévoles écoutants pour adapter notre écoute aussi à la spécificité de l'addiction, même si on croit profondément qu'il y a une notion de père aidance, même avec un bénévole écoutant qui a pas de proche concerné par l'addiction, il va y avoir la culpabilité, il va y avoir le sentiment d'isolement, il va y avoir l'incompréhension, parfois l'épuisement, la fatigue, qui est commun avec d'autres pathologies. C'est pour ça qu'on a choisi d'englober l'addiction au même titre que n'importe quelle maladie ou handicap. Alors, comment ça se passe? Vous organisez des séminaires, des workshops, vous faites des formations spécifiques à certaines techniques, je ne sais pas. Il y a peut-être besoin d'avoir des notions de psychologie, probablement des notions sur l'addiction elle-même, comment elle fonctionne. Alors, chez Avec nos proches, on est une association d'écoute. Principalement, notre cœur de métier, c'est vraiment l'écoute des aidants à travers une ligne d'écoute et aussi des groupes de parole qu'on appelle Connect Aidants, qui sont entièrement en distanciel. Tout ce qu'on propose est toujours en distanciel, donc par téléphone pour la ligne d'écoute, par téléphone aussi pour les groupes de parole. Donc on est vraiment, notre ADN, c'est vraiment la pérédance, de partir du principe que le fait d'être compris, de se dire moi aussi je suis passé par là. Et quand on dit passer par là, c'est vraiment au sens d'aidant plutôt que passer par la même pathologie, pas forcément. Mais vraiment, je suis passé par là, j'ai été aussi épuisée, je me suis aussi questionnée de ma place, mon proche, comment je fais pour l'aider. Donc c'est vraiment tout tourne autour de ça. Donc nos bénévoles écoutants sont formés avant tout à l'écoute. L'écoute entre pairs, l'écoute anonyme, le non-jugement, l'écoute active. C'est vraiment la base de leur formation. Et ensuite, ils ont des formations continues, comme par exemple avec ce projet-là, grâce à ce projet où on a monté une formation en interne à partir de notre psychologue, mais également grâce à tous les membres du COPIL, dont Romain, dont Nicolas, dont Marie font partie, pour apporter l'expertise sur l'addictologie. Donc nous, c'est vraiment autour de ça. On ne propose pas de formation ensuite en externe sur le sujet de l'addictologie, en tout cas. Je suis au fin fond de la Creuse, je connais personne, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus rien d'ailleurs, plus de pharmacie, plus rien. Et mon conjoint est complètement addict à l'alcool. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, appeler la ligne d'écoute d'Avec nos proches pour au moins déjà déposer, rompre l'isolement, déposer, vider son sac, en fait, tout simplement. Et ensuite, nos bénévoles écoutants sont aussi formés, alors soit pour l'addiction aux premières grandes portes d'entrée pour orienter vraiment au tout début de parcours, soit si l'aidant qui appelle a un besoin un peu plus spécifique, un peu plus poussé, il y a la possibilité ensuite d'orienter nous en interne à nos assistantes sociales qui peuvent approfondir avec l'aidant son besoin, sa recherche, qu'est-ce qui existe sur son territoire. Et s'il n'existe vraiment rien, il y a toujours la possibilité, comme l'association Avec nos proches, d'avoir la ligne d'écoute, d'avoir les groupes de parole par téléphone où en fait, même à distance, on peut quand même soulager et au moins rompre l'isolement. C'est déjà le premier pas pour être soutenu. On va inscrire vos coordonnées sous les podcasts, sur le petit texte qui accompagne chacun des podcasts. Merci à tous les deux et peut-être un prochain épisode avec nos proches. Avec plaisir. Merci.